Elle a vendu des millions d'albums, remporté des dizaines de récompenses et marqué toute une génération avec ses chansons. Et derrière tout ça, une bataille bien plus silencieuse s'est jouée. Une bataille pour ce que beaucoup d'artistes n'ont jamais possédé, leur propre musique. En 2019, Taylor Swift découvre que les droits sur ses 6 premiers albums viennent d'être vendus sans son accord. Alors elle prend une décision radicale, tout recommencer. Réenregistrer chaque chanson, chaque refrain, chaque émotion. Et ce que certains voyaient pendant longtemps comme une vengeance personnelle s'est transformé en véritable manifeste, en acte politique dans l'industrie musicale. Voici l'histoire des Taylor's Version, un combat pour l'indépendance, une masterclass de stratégie et surtout une leçon sur ce que ça coûte d'être un artiste libre. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le sujet du coup des Taylor's Version, vous expliquer toute l'histoire des Taylor's Version. Vous ne le savez peut-être pas pour ceux qui débarquent, mais je suis une très grande Swifties. Enfin, je veux dire, ça se voit un peu avec le, le vinyle qu'il y a derrière moi. C'est la version exclusive de Target que mon copain m'a ramené des États-Unis. Voilà, excellent, le boss en fait. Mais regardez comme il est trop beau à l'intérieur. Surtout pour ça, je voulais le montrer. Regardez-moi ça, comme il est trop beau. Excellent, non? Il est magnifique, hein. Bon bref, du coup aujourd'hui je voulais parler de ça parce que c'est une histoire que j'adore et surtout que cette histoire maintenant a une fin. C'est une histoire qui a pris fin il y a maintenant 2-3 mois, je crois. Donc voilà, on va reprendre tout ça depuis le début. Je trouvais ça important de parler de ce sujet parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont pas au courant que comme Taylor, en fait la majorité des artistes ne possèdent pas du tout leur propre musique. C'est pas un cas rare dans l'industrie. Et du coup voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est précisément passé pour la vente de ces masters avec Scooter Braun, tout ça, vous allez un petit peu comprendre concrètement le bif entre les deux, voilà, d'où ça vient. Et rien à voir d'ailleurs, mais vous le voyez, je suis dans mon appartement, voilà, on rechange de décor, mais cette fois c'est le décor définitif, j'ai envie de vous dire, voilà, on ne rebougera pas de là. J'ai hâte de tout décorer parce que bon, voilà, c'est tout blanc, c'est très blanc. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre maintenant pour moi dans ce nouvel appartement. Sinon j'espère que vous passez un bel été de votre côté et que même ceux qui puissent pas trop partir en vacances ou qui doivent taffer, j'espère que ça va quand même de votre côté. Je tenais à vous remercier beaucoup d'ailleurs pour votre soutien, encore une fois, vraiment merci parce que je suis trop contente des retours que j'ai à chaque fois de mes vidéos YouTube. En plus, on a passé les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube, voilà, donc bravo, je nous applaudis, c'est un travail collectif qu'on a fait tous ensemble, voilà. Maintenant, go to le million finalement. Non mais en vrai merci beaucoup, je m'attendais pas à ce que mes vidéos aient autant de visibilité, pour moi ça fait beaucoup et qu'il y ait autant de commentaires, de bons retours à chaque fois, ça fait vraiment trop plaisir. Et bah d'ailleurs profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On perd pas plus de temps, c'est parti. Bon, je pense que vous connaissez sûrement Taylor Swift. Comme on dit, hein, she is the music industry, c'est une des plus grandes artistes de notre génération, qui a conquis le cœur de beaucoup de gens, dont il est vrai, je fais partie. Mais pour comprendre toute cette histoire de Taylor's Version, de contrats, de masters qui ont été vendus, il faut qu'on retourne en arrière. Puisqu'il fut un temps où Taylor Swift n'était qu'une jeune adolescente qui chantait de la country avec sa guitare dans les bars. Et justement, un jour en 2005, Taylor elle va jouer dans un café, le Bluebird Café à Nashville, et elle va y faire une rencontre qui va tout simplement changer sa vie. Ce quelqu'un, c'est Scott Borchetta qui vient juste de créer son label Big Machine Records. Il a un gros coup de cœur pour Taylor, il veut la signer, et du coup Taylor va être la première artiste à faire partie de ce label à l'âge de seulement 15 ans. Le succès évidemment est immédiat, le début de carrière de Taylor se passe trop bien, puisqu'il y a aussi ses parents aussi qui sont beaucoup là pour l'accompagner. Tout se passe très bien aussi avec Scott Borchetta. Le succès est immédiat avec son premier album, puis elle enchaîne sur Fearless qui reçoit le Grammy d'album de l'année en plus. Oui d'ailleurs, hein, parce que vous oubliez trop que Fearless a gagné le Grammy d'album de l'année. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre Fearless, album de l'année. Donc mettez un peu de respect sur le nom de cet album, d'accord? Mais enfin bref, les albums s'enchaînent. En 2010, on a Speak Now, en 2012, on a Red, en 2014, on a 1989, qui marquera d'ailleurs son premier pic de succès à l'international. On le sait tous, il y a clairement eu un avant et un après cet album. Et enfin, on a son 6e album qui voit le jour, Reputation. Alors pourquoi je m'arrête là dans le comptage d'albums? Et ben c'est tout simplement parce que c'est fini pour Taylor et Big Machine Records. Mais attendez, je suis peut-être allée un petit peu vite. En fait Taylor, en 2005, quand elle a signé son premier contrat, elle avait une guitare et un rêve. Donc en fait c'était l'opportunité parfaite pour elle parce qu'elle allait pouvoir enregistrer son album, être entourée d'une équipe pour la promotion, pour la production aussi. Sauf qu'en contrepartie, Taylor n'a absolument aucune propriété sur ses propres musiques.
Mais bon, à l'époque, c'était sa seule option, puis son label, c'était un peu comme sa deuxième famille, parce qu'ils lui ont quand même donné une sacrée chance. Et il faut savoir que son contrat stipulait qu'elle devait livrer 6 albums au label. Le souci, c'est que 6 albums plus tard, Taylor, ce n'est plus du tout cette petite ado de 15 ans, c'est une femme de 28 ans qui connaît un succès mondial et qui a une carrière bien en place. On est bien d'accord qu'on peut donc pas du tout garder le même contrat, avec les mêmes clauses, alors qu'elle est aussi importante dans l'industrie de la musique à ce moment-là. Mais en vérité, c'est beaucoup trop dangereux pour les labels de revoir ce type de contrat. Et la raison va vous surprendre, c'est évidemment à cause de l'argent. Voilà la moula, la thune, le fric, l'argent, tout simplement. Donc il aurait fallu que Taylor renégocie ce contrat pour qu'on va dire il soit à la hauteur de ce qu'elle rapporte aujourd'hui au label et que ça lui bénéficie beaucoup mieux. Sauf que, à la fin de ce contrat, une fois qu'elle a livré ses 6 albums, Taylor, elle décide de ne pas le renouveler. Donc en 2018, elle publie une lettre sur Instagram en disant qu'elle va rejoindre un autre label. Mais il n'y a pas que cette histoire de contrat dans l'histoire, puisque cette décision intervient aussi lorsqu'il y a des rumeurs de vente de Big Machine Records. Donc elle anticipe parce qu'elle préfère bien évidemment sécuriser son avenir artistique. Elle signe alors chez Universal Music Group qui lui garantit qu'elle aura la propriété sur tous les albums qu'elle produira chez eux. Et ce choix, il est naturel et il est complètement compréhensible, elle a travaillé dur, elle a réussi, et elle souhaite juste désormais défendre ses droits en tant qu'artiste, et c'est un choix qui lui est complètement propre. Donc là, il n'y a pas de souci, elle annonce simplement qu'elle quitte son label, et dans ce petit texte sur Instagram, elle dit même « Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Scott Borchetta pour avoir cru en moi alors que j'avais 14 ans, pour m'avoir guidée pendant plus d'une décennie de travail dont je serai toujours fière. » Donc voilà, elle a l'air d'être en bon terme avec son ancien label, elle signe dans un nouveau où elle va faire valoir plus ses droits et ceux des autres artistes. Parce qu'effectivement, elle a demandé à Universal que l'argent qu'ils reçoivent, eux, de leur part d'action dans Spotify, soit mieux reversé aux artistes qu'ils produisent. Mais en juin 2019, on a un premier rebondissement. Scott Borchetta vend Big Machine Records, ainsi que tout le catalogue de Taylor Swift à Scooter Braun. Et ce gars-là, Scooter Braun, vous avez sûrement déjà entendu son nom, puisque c'est un des managers les plus puissants de l'industrie. Il a travaillé avec Justin et Ariana Grande par exemple pendant de très nombreuses années. Et c'est un choc complet pour Taylor, puisqu'en fait, elle l'apprend comme tout le monde, voilà, dans les médias, voilà. Et elle va à nouveau publier une lettre sur Instagram pour évidemment exprimer sa déception, puisque personne l'a prévenue, et pour elle c'est absolument une catastrophe que ce soit Scooter Braun qui possède ses musiques, quoi. Son texte est très intéressant, donc je vais vous le lire quand même. Pendant des années, j'ai demandé, plaidé pour avoir une chance de posséder mon travail. Au lieu de cela, on m'a fait la possibilité de signer à nouveau avec Big Machine Records et de gagner un album à la fois. Un pour chaque nouvel album que je faisais. Je suis partie parce que je savais qu'une fois que j'aurais signé ce contrat, Scott Borchetta vendrait le label et donc moi et mon avenir. J'ai dû faire le choix atroce de laisser derrière moi mon passé, la musique que j'ai écrite sur le sol de ma chambre et les vidéos que j'ai imaginées, payées avec l'argent que j'ai gagné en jouant dans des bars, puis des clubs, puis des arènes, puis des stades. Aujourd'hui, Scooter m'a dépouillé de l'œuvre de ma vie, que je n'ai pas eu la possibilité d'acheter. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient tous les deux. Contrôler une femme qui ne voulait pas être associée à eux, à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. J'espère que les jeunes artistes ou les enfants qui ont des rêves musicaux liront ceci et apprendront comment mieux se protéger lors d'une négociation. Vous méritez de posséder l'art que vous créez. Je serai toujours fière de mon travail passé, mais pour une option plus saine, Lover sortira le 23 août. Vous l'avez compris, son album Lover sort la même année, en août, et c'est le premier album que Taylor Swift va sortir sous Universal et qu'elle va du coup entièrement posséder. C'est le premier album qui lui appartient totalement. Et dans une interview, on va lui demander si elle compte ou pas réenregistrer ses 6 premiers albums. Now, could you re-record? Oh yeah. Might you do that? Oh yeah. That's a plan? Yeah, absolutely. Et Taylor va confirmer, elle va dire que c'est bel et bien un projet qu'elle a. Et honnêtement, je trouve qu'ils ont quand même vachement sous-estimé Taylor. Ils ont quand même été plus à ses côtés que nous, simples auditeurs, ne le sommes. Et Scott Borchetta, il a quand même vu grandir Taylor, quoi. Enfin, elle était ado quand il l'a rencontrée. Et je me dis comment le gars a pu la croire si naïve et penser qu'elle allait juste laisser passer ça, sans se battre derrière. Bon, bref, Karma's a relaxing thought, finalement. Mais évidemment, c'est pas si facile, parce que toujours dans ce même contrat, il y a une clause qui stipulait qu'elle ne pouvait réenregistrer ses 5 premiers albums qu'à partir de novembre 2020. Et justement, au moment venu, en novembre 2020, se tient la cérémonie des American Music Awards. Taylor reçoit le titre d'artiste de la décennie et pour l'occasion, elle décide de performer ses plus grands hits. Elle va commencer la performance en chantant The Man, évidemment, où Taylor explique que du coup, en tant que femme, elle doit toujours faire plus pour être estimée de la même manière qu'un homme. Et elle va porter une chemise où sont marqués les noms de ses 6 premiers albums qui lui ont été volés. Mais Scott Borchetta et Scooter Braun sont toujours là pour casser l'ambiance, voilà ces gros losers. Donc ils vont prévenir Taylor, ils vont lui dire
Non, non, ma cocotte, tu n'es pas autorisée à performer tes morceaux. En vrai, genre, on souffle, vraiment, on souffle. Et du coup, Taylor va publier une nouvelle lettre pour clarifier la situation. Et forcément, ça provoque pas mal de réactions, parce qu'évidemment, les Swifties ont été très réactifs. Et elle obtient finalement le droit de performer, parce que ça a fait pas mal polémique quand même. Elle explique aussi qu'il y a un documentaire en préparation avec Netflix, du coup, qui s'appelle Miss Americana, qu'on connaît aujourd'hui, et qu'en fait, Scott et Scooter, ils ont refusé que Taylor utilise des anciennes musiques à elle ou des extraits de concerts, alors qu'en fait, il n'y a aucune mention d'eux ou de Big Machine dans le documentaire. Enfin, je veux dire, je sais pas, les masters sont vendus, ils ont eu ce qu'ils voulaient, pourquoi continuer, je comprends pas. Scott Borchetta a aussi dit à l'équipe de Taylor Swift qu'il ne l'autoriserait à utiliser sa musique que si elle faisait deux choses. Petit 1, qu'elle annulait le réenregistrement de ses albums qui étaient prévus, et petit 2, qu'elle devrait arrêter de parler de lui et de Scooter Braun. Elle a finalement été autorisée à jouer sa musique lors de la performance, comme je vous l'ai dit, mais pareil, encore une fois, pourquoi les mecs, ils vont dire de telles choses en privé, poser ces conditions-là de « ok, on t'autorise, mais par contre, il faut que t'annules tes enregistrements d'albums et il faut que t'arrêtes de parler de nous. » En mal, genre. Donc c'était Taylor Swift, hein, elle tape du poing sur la table, puissante comme elle est, c'est bon, toute la fanbase réagit, tous les autres artistes réagissent et s'engagent à ses côtés, donc voilà, forcément que ça allait être mort pour eux. On va faire un petit point sur les masters, un petit peu, voilà, précisément le vocabulaire de cette industrie-là. On va faire un petit point sur qu'est-ce que c'est un masters, comment elle les possède, qu'est-ce qu'elle possède. Je vais vous expliquer. Taylor Swift et beaucoup d'artistes ne possèdent pas leurs masters. Qu'est-ce que c'est les masters? Ce sont tout simplement les enregistrements originaux, bruts, que t'enregistres en studio. C'est ce qui termine dans le fichier de l'ordinateur à la fin. Mais Taylor, elle détient ce qu'on appelle une licence de synchronisation. C'est ce qu'on appelle en anglais les publishing rights. Et du coup, quelle est la différence entre les deux? Comme je vous l'ai dit, les masters, ce sont les fichiers audio d'origine, les enregistrements qui ont été produits à l'époque. Et la licence de synchronisation, elle permet de contrôler l'usage des musiques dans des jeux vidéo, des films, des séries. Par exemple, pour qu'une musique soit utilisée quelque part, il faut l'accord et du propriétaire des masters, donc à savoir Scott Borchetta, mais aussi de la personne qui détient le publishing rights, donc c'est-à-dire Taylor Swift. Donc si Taylor refuse, elle peut empêcher l'exploitation de sa musique. En novembre 2020, nouveau rebondissement, décidément ça n'en finit pas, Scooter Braun revend les masters de Taylor Swift pour 300 millions de dollars. Taylor et son équipe avaient pourtant passé des mois à tenter de les racheter. Mais Scooter Braun avait posé une condition, c'était que Taylor ne parle plus de lui. Évidemment, Taylor a refusé et elle a publié à nouveau une lettre sur Instagram. Donc c'est vrai qu'elle avait quand même vachement communiqué à propos de cette histoire à l'époque. Donc je vais encore une fois vous lire quelques extraits. L'équipe de Scooter voulait que je signe un accord de confidentialité irrévocable stipulant que je ne dirai plus jamais un mot sur Scooter Braun, à moins qu'il soit positif. Je devais donc signer un document qui me réduirait au silence, toujours avant même d'avoir la possibilité de faire une offre pour mon propre travail. Il y a quelques semaines, mon équipe a reçu une lettre d'une société de capital investissement appelée Shamrock Holdings. Cela nous informait que la société avait acheté à Scooter Braun 100% de ma musique, de mes vidéos et de mes pochettes d'albums. La lettre me disait qu'il voulait me contacter avant la vente pour m'en informer, mais que Scooter Braun avait exigé qu'il n'ait aucun contact avec moi ou avec mon équipe, sinon l'accord serait annulé. Bref, le gars s'enfonce. Encore une fois, elle avait déjà publié plein de lettres en les exposant et je comprends pas pourquoi ils ont continué de faire des choses comme ça en soum-soum. Enfin, faut s'agirait de réfléchir à un moment donné peut-être. Par contre, c'est vrai que je trouve ça absolument super que Taylor Swift ait autant communiqué sur l'affaire, que ce soit pour ses fans ou juste pour les autres personnes de l'industrie. Ça met vraiment en avant tout ce qui se passe un peu derrière que nous on voit pas forcément. Et donc vous l'avez compris, si aujourd'hui on peut entendre des Taylor's version dans des shows, c'est tout simplement parce que Taylor est là et le droit sur ses masters et le droit sur les publishing rights. Elle précise aussi du coup dans la lettre qu'elle a commencé à réenregistrer ses albums parce que comme je vous l'ai dit, il fallait qu'elle attende une certaine date. Et en fait, pour préciser un peu, pourquoi est-ce que ce serait forcément d'office le producteur qui est propriétaire des masters? Eh bien, c'est tout simplement car c'est lui qui va financer l'album et faire en sorte que sa création soit possible. En fait, c'est lui qui va prendre le risque financier et investir sur l'artiste. Donc oui, dans la majorité des cas, les artistes ne sont pas du tout propriétaires de leur musique. Parce que financer un album, ça coûte de l'argent et il faut bien qu'ils soient sûrs qu'en retour, eux, leur investissement est marché et qu'ils aient de l'argent, forcément, après. Maintenant, vous comprenez un peu pourquoi Scooter Braun et Scott Borchetta sont de odieux personnages qui ne sont pas très appréciés des Swifties. Après, évidemment, il y a toujours deux côtés dans une histoire, et on sait que Scooter a essayé de se défendre tant bien que mal. Mais voilà, je suis désolée, mon côté fan de Taylor va vous dire de ne pas écouter ce que cet odieux personnage a pu dire. Et c'est là qu'est né le concept qui va tout changer pour elle, les Taylor's version. Taylor arrive avec un concept simple, efficace et jamais vu auparavant. Elle va réenregistrer ses 6 premiers albums en retravaillant les productions et les sortir. Mais en bonus, ces Taylor's version contiennent des chansons inédites qui ont été écrites à l'époque des albums originaux, mais qui n'ont jamais vu le jour. Et c'est ce qu'on appelle les Vault Tracks.
Elle va aussi refaire la cover des albums au goût du jour et je pense que tout ce mix là est vraiment très smart. Les années passent et du coup les projets se concrétisent petit à petit. En 2021, on accueille Fearless Taylor's Version qui m'a fait retomber amoureuse de cet album pour de bon. Et je pense que Fearless est et restera maintenant à jamais mon album préféré de Taylor Swift, dont les vol tracks sont d'ailleurs très sous-estimés, voilà je vous le dis. Et ensuite vers novembre 2021, on a Red Taylor's Version. C'est une era qui nous a donné évidemment All Too Well 10's Version, voilà qu'on n'oublie pas, avec le fameux short film qui était excellent. Donc avec Red, on voit un peu que c'est pas seulement un projet de vraiment juste balancer ses albums, des enregistrements comme ça, mais qu'elle a vraiment envie de nous faire revivre chaque era en les retravaillant, parce que maintenant elle a toute la direction dessus en fait, donc elle a bien raison de s'éclater comme ça. Et en 2023, c'est au tour de Speak Now et 1989. Évidemment, ces rééditions sont un immense succès, ça fait même de meilleurs démarrages que certains de ses précédents albums, et de meilleurs démarrages que beaucoup d'albums de pop actuels, ce qui est assez fou quand même pour des albums qui ont plus de 10 ans. Et même si évidemment cette situation n'est pas idéale pour Taylor, on peut pas nier que ça nous a quand même offert de sacrés wall tracks. Genre là je ne m'imagine plus vivre dans un monde où Is It Over Now n'existe pas. En fait, comment on a pu vivre sans certaines vol tracks avant, je me le demande. En parallèle, la valeur de ses masters originaux continue de chuter. Et c'est là où Taylor a été très smart. Grâce au re-recording et aux fans qui ont autant soutenu ce projet-là, eh bien les enregistrements originaux ont tout simplement perdu en valeur. Et c'est trop bien parce que c'est des projets qui ont permis à beaucoup de fans assez récents de redécouvrir l'ancienne musique de Taylor Swift. Et c'est vraiment une des meilleures décisions qu'elle a pu prendre pour sa carrière. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui attendaient plus début de Taylor's Version que Reputation Taylor's Version, bon, qui ne verront jamais le jour, mais je reviendrai là-dessus après. Même ces albums country, en fait, ont eu un succès de malade, quoi. Et enfin, le 30 mai 2025 arrive l'événement que tout le monde attendait. Taylor Swift annonce sur Instagram qu'elle a racheté l'entièreté de ses masters. Mais c'est pas tout, parce qu'elle a aussi pu récupérer tous les clips, les photos, les titres inédits, et tout lui appartient à présent. C'est un moment super important pour elle, pour ses fans, et évidemment pour l'industrie de la musique. Franchement, quand elle a annoncé le post, j'ai été sincèrement émue, vraiment la relation parasociale à son maximum. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un peu l'apogée de ce qu'elle a pu construire comme relation avec sa musique, avec les gens, tout ce qu'elle a pu faire pour l'industrie dans toute sa carrière. C'est enfin le résultat de tant d'années de combat pour elle, où en fait elle a vraiment dû se battre pour ses droits, pour toute la musique qu'elle a produit toute sa vie. C'est un jour qu'on pensait jamais voir arriver. Après beaucoup de travail, ça fait plaisir de juste voir quelqu'un atteindre ses objectifs, tout simplement, même si c'est Taylor Swift, c'était très émouvant à voir. Elle a donc pu racheter tout ça pour 360 millions de dollars à Shamrock Capital, grâce au succès de ses rééditions, mais aussi grâce au succès du Eras Tour, qui a été la tournée la plus lucrative de l'histoire et qui s'est déroulée de mars 2023 à décembre 2024. Et c'est quelque chose qu'elle a bien spécifié, elle a dit que le succès du Eras Tour évidemment avait joué un très grand rôle là-dedans. Mais Taylor a aussi précisé dans la lettre que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop, que Reputation Taylor's Version et Taylor Swift Taylor's Version ne verront jamais le jour. Parce que c'est vrai que puisque les masters originaux sont à elle, bah il y a plus d'intérêt pour les réenregistrer. Parce qu'elle le faisait de base pour avoir les droits dessus, mais là comme elle a les droits sur ses albums originaux, bah pourquoi est-ce qu'elle le ferait? Mais bon, je suis peut-être un peu dramatique parce qu'elle explique tout simplement que déjà elle a même pas réenregistré le quart de Reputation Taylor's Version, alors que ça faisait franchement mais des mois, voire plus d'1 an que c'était le réenregistrement que la majorité des fans attendaient. Elle explique en fait que elle peut pas l'améliorer, c'est-à-dire que même en le réenregistrant, il n'y a pas de différence notoire. L'album il était tellement bien comme il était à ce moment-là, c'était tellement un album spécifique à cette période de sa vie. Elle veut juste pas l'enregistrer, ce qui est carrément entendable. Surtout que la majorité des chansons parlent de son bif avec Kanye West, de son histoire avec Joe. C'est une période de sa vie où elle a dû s'isoler, où elle était un petit peu le bouc émissaire des médias à ce moment-là, donc c'est complètement compréhensible. Mais qu'il y a sûrement du coup des vol tracks, donc comme je vous l'expliquais, des chansons qui ont été écrites à l'époque de Reputation mais qui n'ont pas vu le jour, qui seront sûrement publiées un jour. Quand ? On ne sait pas, on n'a absolument aucun indice là-dessus. Et par rapport à Taylor Swift Taylor's Version, elle dit à peu près la même chose, c'est-à-dire que ces chansons, ces vol tracks là sortiront quand elles devront sortir, mais c'est pas la peine de les attendre quoi, faut plus courir après. Et en vrai je me dis que ça doit être hyper soulageant peut-être pour elle, parce que bon c'est vrai que devoir réenregistrer tes albums que t'as fait il y a presque 10 piges, même plus pour Debut, parce que Debut a presque 20 ans, Reputation a 8 ans,
bon, ça y est, enfin, tu vois. Mais maintenant, que va-t-il se passer? On pourrait croire que c'est un peu la fin de l'histoire, que Taylor a gagné, que le cycle est complété, qu'elle a passé la ligne d'arrivée, qu'elle a gagné, que c'est fini. Mais en réalité, c'est plutôt elle qui écrit les règles du jeu et qui décide quand ça s'arrête. C'est pas parce qu'elle a à nouveau tous ses masters que ça veut dire qu'elle a accompli tout ce qu'elle voulait accomplir dans sa carrière. Je parle pas ici de théorie pour le 12e album ou quoi, qui viendra, quand il viendra, ça pareil, je m'en fous. je m'en fous, ça viendra quand ça viendra, j'attends rien d'elle. Je parle plutôt de son héritage, parce que Taylor Swift, elle a réussi à construire quelque chose. C'est vraiment une des artistes les plus grandes de notre génération, une des artistes les plus talentueuses. Je pense que là, ce qu'il lui faut et ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle inscrive vraiment sa legacy, c'est qu'elle inscrive vraiment son héritage et qu'elle renforce son statut d'icône et que limite, elle se crée un statut de légende dans l'industrie de la musique, vous voyez. Je pense que ça serait absolument excellent qu'elle sorte un documentaire sur le processus des Taylor versions, surtout vu comment ça s'est terminé, un documentaire sur les Eras Tour, pour vraiment ancrer cette époque-là, cette ère-là dans la mémoire collective en fait. Et qu'on se souvienne de l'impact du Eras Tour, des Taylor versions et de ce moment-là de sa carrière précisément qui a représenté un véritable tournant, parce que là on a un stade où Taylor Swift, elle sera plus jamais aussi accessible qu'avant. Je pense que ça a tourné une grosse page pour elle dans sa carrière, ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années. Pour moi c'est la fin d'une ère, on clôture une ère chez Taylor Swift, et là il y a quelque chose de plus durable, plus tranquille, elle a vraiment plus rien à prouver à personne. La meuf elle est multimillionnaire, elle a récupéré tous les droits sur ses chansons, sur ses clips, sur tout ce qu'on peut imaginer, elle a tous les droits dessus. Elle sait que sa fanbase sera toujours là pour elle, elle a une stabilité qui est absolument impressionnante et je n'ai aucun doute sur le fait qu'évidemment ses prochains albums vont battre encore tous les records. Moi je la verrais bien créer son label, en vrai à terme ça serait vraiment très symbolique qu'elle le fasse, vous voyez. En fait ça serait très cohérent avec le combat qu'elle a mené par rapport à sa musique. Mais voilà, je ne sais pas, ça pour le coup j'attends un petit peu vos théories, mais ouais je pense qu'il y a quand même une grosse passe. Oh, j'arrive pas à parler. Je pense qu'il y a quand même une grosse page qui s'est tournée avec le Eras Tour, avec ce rachat de Masters, avec les documentaires qu'on va avoir d'ici peu, je le sens, je l'espère, je croise les doigts. Je pense que Taylor, elle va vraiment marquer son époque d'une façon très profonde et significative et j'ai très hâte de voir la suite. Et évidemment, on ne peut que lui souhaiter le meilleur, musicalement parlant. Merci d'avoir regardé cette vidéo les copains, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, surtout sur la dernière partie là que j'ai abordée. J'ai bien envie de savoir, selon vous, comment Taylor va un peu perpétuer son héritage, comment elle va le construire, ou alors est-ce qu'elle va juste faire de la musique pour faire de la musique. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me fait trop plaisir à chaque fois, je vois qu'on est de plus en plus nombreux, donc vraiment merci infiniment. Pour ceux qui sont restés, parce que là je vous dévoile le thème de la vidéo de la semaine prochaine, on parlera de Selena Gomez et de la manière dont ses différents projets ces dernières années lui ont permis un petit peu de réécrire sa narrative et de passer d'une jeune fille dont la vie était surexposée, suranalysée à cause de ses relations, à une businesswoman qui a conquis le cinéma, conquis le monde de la beauté, conquis la musique, pas trop, peut-être, je sais pas, on verra, vous verrez mon analyse. Passez une bonne fin de mois de juillet, encore merci pour tout le soutien que vous m'avez donné pour ce mois-là sur YouTube, ça fait un mois là du coup que j'ai commencé à poster régulièrement et je vous remercie du soutien. Passez un bon mois de juillet, profitez bien et je vous fais des bisous. By the way, pardon, dernier détail, j'allais couper la caméra. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse des vidéos en mode genre sur l'amitié Taylor, Selena, sur l'espèce de petit drama Taylor, Olivia, parce que je suis plus en mode là analyse, marketing, pop musique, voilà, plus ça que vraiment sujet entre guillemets people. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je fasse aussi ce type de vidéo sur certains sujets. Là vraiment je fais des bisous. Bisous.